Les sacs d'épicerie en papier me cisaillaient les plis des doigts alors que je franchissais la porte d'entrée. Je venais de terminer une journée de 10 heures au cabinet, j'avais sauté le déjeuner et je m'étais quand même arrêté pour acheter du lait d'amande, de l'huile d'olive et cette marque précise de biscuits salés que maman tenait absolument à avoir. Le couloir sentait le produit de nettoyage pour le sol et les oignons frits. Mes chaussures crissaient sur le carrelage. Personne ne leva les yeux. Je posais les sacs sur le comptoir en expirant. Mes poignets étaient endoloris. Derrière moi, la voix de papa trancha l'air. « Tu as eu mon message. » Je me retournai à moitié. « À propos de quoi ?» Il entra dans la cuisine, les bras croisés, la bouche pincée. « Ta mère et moi avons discuté. Si tu ne te décides pas à contribuer davantage, peut-être que tu n'as pas ta place ici du tout. » Pendant un instant, je crus avoir mal entendu. « Contribuer davantage ?» « C'est moi qui paie le crédit immobilier, » dis-je doucement. « Les factures, les courses, presque tout. » Elle se comporte comme si elle nous faisait une faveur ou quelque chose du genre, lança Tobias depuis le salon sans même prendre la peine de détourner les yeux de la télévision. Mes mains se crispèrent sur le bord du sac. Les biscuits salés bougèrent, déchirant presque le fond. Je jetai un coup d'œil au ticket de caisse, toujours plié dans ma poche. 16,48 $. Tout ça pour eux. Je ne me comporte pas comme ça, dis-je. Ma voix ne s'éleva pas. Je le fais tout simplement. La mâchoire de papa se contracta. Ne fais pas de drame. Maman apparut à l'embrasure de la porte, les bras croisés, tel un verdict. Nous voulons juste que chacun fasse sa part. J'ai fait plus que ma part. Alors pourquoi a-t-on l'impression que tu te retiens? Quelque chose dans ma poitrine se changea en pierre. Je lâchai le sac. Il s'affaissa sur le comptoir avec un bruit sourd et étouffé. « Je sors à peine du travail, » dis-je. « Mais très bien. Vous en voulez plus, je vais vous donner quelque chose. » Il me regardait, comme si j'allais crier, comme si j'allais pleurer. Je ne fis ni l'un ni l'autre. Je me dirigeai vers la porte, l'ouvris, et avant de sortir, je dis doucement « Alors cette maison n'a plus de fille nommée Narina. On m'avait élevé en me faisant croire qu'être fiable était la même chose qu'être aimé. S'ils pouvaient compter sur moi, j'avais de l'importance. Si je répondais présente, j'avais ma place. Cela a commencé doucement. J'avais 16 ans la première fois que j'ai payé une facture d'électricité. Maman avait de nouveau accidentellement mis le compte à découvert. J'ai utilisé une partie de mon salaire de l'épicerie pour que les lumières restent allumées. Elle m'a embrassé le front en disant « Tu es une si bonne fille. Tu prendras toujours soin de nous. » Cette phrase est devenue une prophétie. À 25 ans, je payais le Wi-Fi, l'eau et la plupart des courses sans qu'on me le demande. À 28 ans, je virais de l'argent pour leur assurance auto, puis je réglais discrètement les frais de découvert de Tobias. Il avait un nouveau téléphone à chaque Noël. Je n'avais pas changé le mien depuis 4 ans. Un mois où les médicaments de papa n'étaient pas couverts, j'ai traversé la ville pendant ma pause déjeuner pour les récupérer. Personne ne m'a remboursé. Personne ne l'a proposé. « La famille se soutient, » disait maman, avant d'envoyer une liste de courses à faire. Je n'ai jamais demandé grand-chose. Je n'étais pas du genre à avoir besoin de cadeaux ou de louanges. Je voulais juste être vue, être reconnue comme plus que celle qui tenait tout à bout de bras. Mais ce n'est que lorsque j'ai commencé à tenir les comptes que j'ai réalisé à quel point les choses étaient allées loin. Un soir, une semaine avant la période des impôts, j'ai ouvert mon ordinateur portable et créé une feuille de calcul. J'ai listé chaque transaction des 8 derniers mois, factures courses, réparation de voitures, paiement minimum de carte de crédit, prêts, causigné, même les factures de thérapie de Tobias que j'ignorais payer encore. Chaque ligne avait une date, un motif et un total. Le nombre en bas
était de 18 426,17 $. Je l'ai fixé pendant un long moment. Non pas parce que je m'attendais à ce qu'il me rembourse, mais parce que j'avais besoin de le voir. Besoin d'affronter la vérité noir sur blanc. Il ne me voyait pas comme une fille. Il me voyait comme une couverture financière. J'ai imprimé la feuille, je l'ai scotchée au-dessus de mon bureau, dans mon 2 pièces, et je n'en ai parlé à personne. Ce n'était pas pour eux. C'était pour moi. Un rappel silencieux que je ne surréagissais pas, que ce n'était pas juste quelques bricoles par-ci par-là, que je n'avais pas tort de me sentir épuisé. Ce soir-là, je me suis fait un thé et j'ai regardé la pièce autour de moi. L'endroit était calme, un peu trop calme, mais je savais que je devais m'y habituer, car le silence, contrairement à l'obligation, n'exige pas de remboursement. Le bail était à court terme. La moquette était usée et les murs étaient d'une nuance de beige que personne ne pouvait nommer, mais l'endroit était à moi. J'ai emménagé avec 2 valises, une cafetière et une étagère qui m'a pris 1 heure à monter toute seule. Personne n'a proposé son aide et pour la première fois, je ne me suis pas senti blessé par cela. L'absence ressemblait à de l'espace, pour respirer de l'espace, pour exister. Les textos arrivaient un jour sur 2. Ceux de maman étaient longs et sinueux, empreints de culpabilité. Ceux de papa étaient brusques. « Appelle ta mère. »« As-tu regardé le courrier ?» Tobias n'envoyait des textos que lorsque quelque chose était cassé, généralement suivi d'une demande de virement Venmo. Je n'ai bloqué aucun d'entre eux. J'ai simplement désactivé les notifications, laissant le silence s'étirer entre nous, comme une nouvelle langue que j'apprenais. Une langue où je n'avais pas à traduire l'épuisement en gentillesse. Mon compte bancaire sonnait moins souvent maintenant. Pas de virement, pas de dépôt précipité pour couvrir des découvertes que je n'avais pas causées. J'ai recommencé à suivre mes propres dépenses de petites choses, comme de la tisane, un nouveau rideau de douche, des courses qui n'incluaient les préférences de personne d'autre. Le soir, je me préparais à dîner. De vrais repas, rien de surgelé, rien de précipité. Je mettais de la musique douce pendant que je cuisinais. Je ne vérifiais pas mon téléphone. Je n'avais pas à me demander ce qui m'attendrait sur l'écran. Certains soirs, je restais allongé dans mon lit, à écouter simplement le bourdonnement du ventilateur de plafond. Mon corps, pour la première fois depuis des années, n'avait pas l'impression de se préparer à quelque chose. Personne ne frapperait. Personne ne ferait irruption. Personne n'avait besoin de rien. J'ai commencé à dormir toute la nuit. Des heures complètes ininterrompues. 8 heures sont devenues 9 le week-end. Il n'y avait pas d'applaudissements, pas de public, juste le son tranquille d'une vie en reconstruction, une respiration à la fois. Je gardais la feuille de calcul sur mon bureau, mais je ne l'ouvrais pas souvent. Je n'avais plus besoin de voir les chiffres pour me souvenir de la vérité. La distance avait accompli ce que la confrontation n'avait pu faire. Elle m'avait donné l'espace pour cesser de jouer un rôle. Un vendredi matin, j'ai vérifié la météo et j'ai décidé d'aller au travail à pied. La brise semblait honnête. Elle ne me devait rien, n'exigeait ni gratitude ni soumission. Et quand mon téléphone a vibré à nouveau un autre message de la maison, je n'ai pas tressailli. Je l'ai simplement glissé dans mon sac et j'ai continué à marcher. Cela faisait 3 semaines que j'étais parti. 3 semaines de dîner tranquille, de nuits de 8 heures et de consultation de mon propre solde bancaire sans sourciller. Puis un mercredi matin, au moment où j'entrais dans mon immeuble de bureau, mon téléphone a vibré avec un message de papa. Pourquoi la carte n'est pas passée? Pas de salutation, pas de point d'interrogation, juste ces quelques mots comme si j'avais manqué un service à un travail pour lequel je n'avais jamais postulé. Je n'ai pas répondu. Je n'ai même pas arrêté de marcher.
J'ai posé mon téléphone face contre le bureau et je me suis versé un café comme si c'était un matin ordinaire. À midi, Tobias appelait. Comme je ne répondais pas, il a essayé encore et encore. À la 4e tentative, j'ai décroché. Je me suis dit que je me devais bien le droit d'entendre jusqu'où ils iraient. « Tu savais qu'on avait besoin de cet argent » a-t-il lancé sèchement. Je n'ai rien dit. « Tu crois que tu peux juste arrêter d'aider et que rien ne se passera? Tu te crois meilleur que nous parce que tu as un petit appartement et une feuille de calcul. » Je n'ai toujours rien dit. Il a raccroché avec un grognement frustré. Pas même un au revoir. Ce soir-là, j'ai ouvert mon ordinateur portable et je me suis connecté au portail public des propriétés de la banque. J'ai tapé l'adresse de la maison où j'ai grandi. En pré-saisie. Dernier avis émis. Mon cœur n'a pas sombré. Mes mains n'ont pas tremblé. J'ai juste fixé l'écran, pas surprise, juste froide. J'avais envoyé 1 300 $ par mois pendant près d'1 an. Parfois plus. Je n'avais jamais vu le relevé de crédit immobilier réel. Il n'avait jamais proposé de me le montrer. Je pensais aider. Je pensais empêcher l'effondrement. Mais maintenant, je voyais clairement. L'argent n'allait pas à la banque. Il allait ailleurs. J'ai fermé l'onglet. Je n'avais pas besoin de détails. La vérité suffisait. Ils n'avaient pas eu besoin d'une fille. Ils avaient eu besoin d'un système. Et ce système venait de se briser. Je me suis versé un verre d'eau et je me suis assise par terre, à côté de ma petite table. Pas de musique, pas de bruit. Ils allaient s'agiter maintenant, me blâmer, me culpabiliser, transformer le silence en égoïsme. Mais je ne faisais plus partie de la structure. Je n'étais plus le filet qui attrapait leur chute. Je m'étais simplement écarté et j'avais regardé la gravité faire son travail. Le téléphone s'est rallumé cette fois le nom de maman. Je l'ai laissé sonner sans y toucher jusqu'à ce qu'il s'éteigne. Je n'avais pas prévu d'appeler. J'avais répété le silence, je le portais comme une armure, mais quelque chose en voyant cet avis de saisie finale m'a poussé à agir non par rage, mais par finalité. J'ai attendu le dimanche après-midi. Ils étaient toujours à la maison à ce moment-là. Papa regardant le match, maman pliant le linge avec la télévision allumée, Tobias faisant semblant de chercher du travail. J'ai composé le numéro de la maison. Ça a sonné 2 fois. « Allô ?» La voix de maman arriva douce, tendue à l'extrême. « Narina, mets-moi sur haut-parleur, » dis-je. Une pause, puis le bip doux du haut-parleur. En fond sonore, j'ai entendu le craquement familier de la chaise de cuisine, une canette de soda, qu'on ouvre le bruissement de papier. « Je suis là, » dit papa. « Pareil, » marmonna Tobias. J'ai inspiré une fois calmement. « Où est passé l'argent ?» Silence. « Quoi ?» demanda maman comme si elle n'avait pas entendu. « J'ai envoyé plus de 1 300 $ chaque mois pendant près d'1 an. J'ai vérifié le crédit immobilier. Il est en cours de saisie. Alors je demande où est passé l'argent. » Maman s'éclaircit la gorge. « Ton père a eu des soins dentaires et puis le chauffe-eau est tombé en panne. La voiture de Tobias avait besoin de réparation et le coût des courses. Sa part en a été écrasant. »« Tu agis comme si on était parti en vacances ?» intervint Tobias. « Des imprévus sont arrivés. On allait s'en occuper. » Papa ajouta. « Ce n'est pas comme si on voulait te tromper. Les choses nous ont simplement dépassés. Je n'ai pas crié. Je n'ai même pas soupiré. Vous ne m'avez jamais montré une facture, jamais demandé, si je pouvais me le permettre, jamais offert de remboursement. Vous avez juste supposé que je couvrirais tout, dis-je doucement. « Narina, » commença maman, « nous sommes une famille. Tu ne devrais pas avoir besoin d'un contrat. » J'ai hoché la tête pour moi-même. C'est ça le problème. Je n'avais pas de contrat. Je n'avais pas mon nom sur l'acte de propriété. Je n'avais même pas de place à table,
à moins d'y apporter quelque chose. J'ai lu les courriels, j'ai entendu les messages vocaux. Vous m'avez traité de froide, d'égoïste, de dramatique. Mais je ne suis rien de tout ça. J'étais votre fille. Vous m'avez transformée en votre donatrice. Une longue respiration à l'autre bout du fil. Puis la voix de papa, basse et cassante. Tu ne comprends pas. Sans toi, nous perdons tout. Je regardais par la fenêtre le modeste arbre qui se balançait devant mon appartement. Non, dis-je doucement. Vous avez tout perdu le moment où vous avez commencé à me voir comme un bilan comptable. J'ai appuyé sur « fin ». Pas par haine, pas par colère, juste par achèvement le genre qui n'a besoin ni d'applaudissements ni de permission. J'ai posé le téléphone face contre la table et j'ai pris l'enveloppe que je n'avais pas encore ouverte, celle avec mon nom et leur adresse d'expéditeur. L'enveloppe était plus fine que ce à quoi je m'attendais. À l'intérieur se trouvait un dernier avis, des mots comme « en souffrance »,« défaut de paiement » et « procédure d'expulsion » imprimés en gras. Mon nom ne figurait nulle part sur l'acte de propriété, mais la lettre avait quand même trouvé son chemin jusqu'à moi. Comme s'ils avaient voulu que je la voie, comme s'ils avaient besoin que je ressente un dernier frisson de culpabilité. Je l'ai plié une fois, puis une autre, et je l'ai déchiré en deux. Pas par rage. Il n'y avait plus de chaleur, juste une compréhension silencieuse que ce n'était pas à moi de porter cela. Ça ne l'avait jamais été. J'ai ouvert notre ancienne discussion de groupe. Le fil s'étendait sur des années photos de gâteaux d'anniversaire que j'avais payés tickets de caisse de course, émojis, passif, agressif, demande sèche. J'ai fait défiler jusqu'à ce que mon pouce me fasse mal. Puis je me suis arrêté. Une seule ligne. Je ne suis plus votre plan de secours. Au revoir. Je l'ai envoyé. J'ai quitté le groupe, puis je les ai tous bloqués. Maman, papa, Tobias. Le téléphone devint immobile. Pas silencieux. L'immobilité est différente. Le silence attend. L'immobilité accepte. J'ai fermé l'application bancaire que j'avais laissée ouverte et j'en ai ouvert une autre juste pour moi. Je l'avais créée quelques mois auparavant, incertaine de l'utiliser un jour. Elle n'avait pas de paiement lié, pas de virement sortant, juste des dépôts des petits, jusqu'à aujourd'hui. Je suis allé à la boutique du coin, devant laquelle je passais toujours, en allant au travail, le genre d'endroit que je considérais autrefois comme trop luxueux. À l'intérieur, j'ai essayé une paire de chaussures en cuir souple. Elle m'allait. J'ai payé la totalité. Pas de réduction, pas de culpabilité. En sortant, je n'avais pas l'impression de fuir quoi que ce soit. J'avais l'impression de retourner à moi-même. Plus tard dans la soirée, j'ai préparé le dîner pour une seule personne. Je me suis versé un verre de vin et j'ai allumé une bougie que je gardais depuis Noël dernier. La flamme vacillait de manière stable, comme si elle savait que quelque chose de définitif s'était installé. La feuille de calcul était toujours accrochée au-dessus de mon bureau, mais je n'en avais plus besoin pour me le rappeler. La limite n'était pas dans les chiffres, elle était dans la respiration que je prenais désormais sans tressaillir. Ils appelleraient ça de la trahison, de l'abandon, de l'égoïsme. Laissons-les faire. J'avais donné mon temps, mes revenus, mon énergie jusqu'à en être vidé. Maintenant, j'avais donné une dernière chose, un adieu propre, et l'espace qu'il laissait derrière lui était exactement de la taille de la paix. Alors que je me blottissais sur le canapé avec les nouvelles chaussures près de la porte, j'ai ouvert un nouvel onglet sur mon ordinateur portable, un que je n'avais pas osé ouvrir depuis des années, et j'ai commencé à chercher des vols. La table à manger était petite, mais elle contenait plus qu'assez une mijoteuse de lentilles, la fameuse trempette aux épinards, de quelqu'un des tranches de pain de maïs encore chaudes dans le papier d'aluminium. Des rires provenaient de la cuisine,
pendant que Nora et Gérald se disputaient pour savoir qui faisait le meilleur chili. Ma contribution reposait modestement au centre des carrés au citron fait maison. Je n'avais rien organisé depuis des années, non pas parce que je ne le pouvais pas, mais parce qu'il ne m'était jamais venu à l'esprit que des gens pourraient en venir sans attendre autre chose qu'une place et une histoire. Nous étions assis en tailleur sur le sol, les assiettes en équilibre sur du papier journal, les serviettes pliées, juste assez pour paraître attentionnés. C'était chaleureux, pas seulement l'appartement, mais le sentiment naturel, simple. À un moment donné, quelqu'un a demandé pourquoi je ne parlais jamais de ma famille. C'était désinvolte, pas indiscret, juste de la curiosité. J'ai marqué une pause, puis j'ai souri. Certaines histoires sont mieux closes, ai-je dit. Personne n'a insisté. Ils ont juste hoché la tête et continué à manger. Plus tard dans la nuit, après que la vaisselle fut rincée et que les rires se furent estompés dans le bourdonnement silencieux de mon appartement, je me suis versé une tasse de camomille et je me suis assise près de la fenêtre. Le romarin dans la jardinière à côté de moi commençait enfin à pousser. Les feuilles étaient encore petites, mais elles sentaient fort lorsqu'on les écrasait entre les doigts. J'avais commencé à planter des choses au printemps, pas seulement des herbes, mais des habitudes. Le samedi, j'allais au marché des agriculteurs. Le mercredi, je prenais un cours de yoga. Certains matins, je marchais avant le travail sans vérifier mon téléphone. Et dans les moments calmes, entre tout, j'écrivais des listes des livres que je voulais lire, des endroits où je voulais aller. Le Maine était en haut de la liste. Je ne connaissais personne là-bas. C'était le but. Cela semblait être un endroit où le silence serait pittoresque et non chargé de sens. L'argent que je virais autrefois, pour sauver la maison de quelqu'un d'autre, construisait maintenant tranquillement un chemin vers quelque chose qui m'appartenait entièrement. Un voyage en solo, un nouveau manteau, un meilleur matelas, des choses qui ne nécessitaient pas de justification. Je pensais autrefois que le foyer signifiait un sang partagé des murs, partagé des obligations partagées. Maintenant, je savais mieux. Le foyer, c'était là où je pouvais respirer. C'était dans le romarin sur mon rebord de fenêtre, dans le texto de Nora, demandant ma recette de carré au citron, dans le bourdonnement silencieux d'un ventilateur de plafond qui ne venait pas avec de la tension ou des attentes. C'était dans l'immobilité après que les gens sont partis et que rien ne semble brisé. Ce soir-là, j'ai plié une feuille de papier propre et j'ai écrit en haut les mots « Liste pour la valise Maine ».